Et si vous pouviez bâtir une vraie richesse sans stress, sans passer vos journées à suivre la bourse? Découvrez la puissance des fonds indiciels et apprenez à construire un avenir financier sûr grâce aux ETF et à l'investissement passif. Bonjour, je suis Samuel Ferron et vous écoutez Fonds indiciels, guide pour débutants afin de bâtir sa richesse grâce à des ETF diversifiés et des investissements passifs à faible coût pour une sécurité financière durable sans effort excessif, mise à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Apprenez à investir dans les fonds indiciels si vous recherchez une méthode agréable et passive pour faire fructifier votre argent. Avec la multitude d'alternatives d'investissement disponibles aujourd'hui, il peut être difficile pour les débutants de savoir par où commencer. Atteindre vos objectifs financiers dépend du choix de l'outil d'investissement approprié. Cependant, cela peut également être un processus complexe et déroutant. C'est à ce moment-là que les fonds indiciels entrent en jeu. Ces fonds offrent un moyen rapide et efficace d'investir sur le marché boursier. Investir peut être fatigant, chronophage et complètement déconcertant. Et si vous achetez des actions individuelles, je recommande d'en choisir entre 10 et 30 différentes. Cela ne devrait pas poser de problème si vous savez ce que vous faites et si vous avez le temps. Cependant, la plupart d'entre nous n'ont pas autant de temps à consacrer à l'étude de nos investissements, ce qui implique aussi du temps pour acheter, vendre et rééquilibrer pratiquement en permanence. C'est donc dans cette situation que l'investissement dans les fonds indiciels prend tout son sens. Les fonds indiciels peuvent offrir une diversification rapide et une option passive pour investir dans un large éventail de secteurs si vous préférez une stratégie plus rationalisée. Un seul fonds suffit. Un placement géré de manière passive vous permet de récupérer du temps pour vous concentrer sur votre famille, votre travail ou votre activité secondaire. Cependant, la simplicité de l'investissement dans les fonds indiciels est sa plus grande force. Les fonds indiciels sont accessibles à tous les investisseurs. Il est presque impossible de se tromper. Les fonds indiciels vous permettent d'obtenir les mêmes rendements potentiels avec des garde-fous supplémentaires, car de nombreuses personnes ne se sentent pas à l'aise pour sélectionner et gérer des actions individuelles. Les fonds indiciels éliminent également l'émotion liée à l'achat et à la vente d'actions lors des hauts et des bas du marché, comme nous avons pu le constater ces derniers mois. Les fonds indiciels sont souvent présentés comme l'un des moyens les plus populaires d'atteindre le mouvement FEAR, indépendance financière, retraite anticipée, et sont soutenus par le milliardaire Warren Buffett. Les fonds indiciels sont un type d'instrument d'investissement, tel qu'un fonds négocié en bourse, ETF, ou un fonds commun de placement, qui vise à reproduire les performances de certains indices, d'où leur nom, comme le S&P 500. Voici des informations pour investir dans les fonds indiciels si vous souhaitez faire de même. Chapitre 1. Introduction aux fonds indiciels et à l'investissement passif. La performance d'un indice boursier standard, comme l'indice S&P 500, est ce qu'un fonds indiciel cherche à reproduire. Les investisseurs peuvent acheter des fonds communs de placement ou des ETF, fonds négociés en bourse, qui suivent des indices via un compte de courtage ou un compte de retraite. Les fonds indiciels sont devenus populaires auprès des investisseurs individuels ces dernières années en raison de leur simplicité et de leurs faibles frais. Sans avoir à supporter les coûts et les risques liés à l'achat et à la vente d'actions individuelles, un investisseur peut essayer d'imiter les rendements du marché boursier dans son ensemble grâce à un fonds indiciel large. C'est un moyen pratique d'investir et d'obtenir une exposition au marché. Cependant, les fonds indiciels peuvent fonctionner de différentes manières et leur achat ainsi que leur gestion peuvent représenter un coût non négligeable. Que sont les fonds indiciels? Un fonds d'investissement connu sous le nom de fonds indiciel suit un certain groupe d'actifs appelé un indice. L'indice peut inclure des actions, des obligations et d'autres actifs, y compris des matières premières comme l'or. Les fonds indiciels sont des fonds d'investissement qui suivent des indices de référence comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Lorsque vous investissez de l'argent dans un fonds indiciel, cet argent est utilisé pour acquérir des parts de toutes les entreprises qui composent cet indice,
ce qui vous donne un portefeuille plus diversifié que si vous aviez acheté des actions individuelles. Prenons l'exemple du S&P 500. Le S&P 500 est l'un des principaux indices utilisés pour suivre la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Vos investissements sont donc corrélés à la performance de nombreuses sociétés lorsque vous investissez dans un fonds basé sur le S&P 500, l'un des plus populaires. Les fonds indiciels présentent un risque plus faible que la détention d'actions individuelles, car ils sont naturellement diversifiés et visent à reproduire exactement les titres de tout indice qu'ils suivent. Les indices de marché ont souvent un bon historique. Bien que le S&P 500 soit sujet à des fluctuations, il a historiquement offert aux investisseurs un rendement annuel moyen avoisinant les 10%. Gardez toujours à l'esprit que les rendements futurs ne sont jamais garantis. Puisque le fonds imite un indice spécifique, les investisseurs dans les fonds indiciels n'ont pas besoin de surveiller de près leurs investissements en actions et obligations, contrairement à une gestion active. C'est ce qui distingue les fonds indiciels des fonds communs de placement et ce qui justifie leur appellation de placement passif. Dans les fonds communs de placement, des gestionnaires gèrent activement vos actifs. Avec ces fonds, l'objectif est de surperformer le marché, tandis qu'avec les fonds indiciels, l'objectif est simplement d'en refléter la performance. Comme les fonds indiciels ne nécessitent pas une gestion humaine quotidienne, leurs frais de gestion, également appelés ratios de frais, sont plus faibles que ceux des fonds communs. En choisissant un fonds indiciel plutôt qu'un fonds commun de placement, vous pouvez économiser davantage sur les frais à long terme, ce qui vous permet d'augmenter vos gains. Investir régulièrement dans un fonds indiciel basé sur le S&P 500, un processus connu sous le nom d'investissement périodique par somme fixe, et regarder votre argent croître au fil du temps, est une option courante pour de nombreux investisseurs à long terme. Pourquoi choisir les fonds indiciels pour construire sa richesse ? Comparés à d'autres fonds d'actions, les fonds indiciels présentent un avantage clé, leur risque relativement faible. Cela s'explique par l'absence de gestionnaires de fonds prenant des décisions d'investissement. Vos rendements dépendront entièrement de la performance du marché. Les fonds indiciels bénéficient également d'une diversification naturelle. En effet, ils représentent plusieurs secteurs au sein d'un même indice. Une concentration sectorielle peut se produire même dans des fonds d'actions diversifiés, gérés activement en fonction des choix du gestionnaire de fonds. En revanche, la pondération des actions dans les fonds indiciels varie selon les secteurs. Ainsi, la concentration sectorielle n'affectera pas négativement votre portefeuille. Le troisième avantage réside dans la possibilité de rendements solides sur le long terme. Par exemple, les indices boursiers comme le Nifty et le Sensex ont affiché des rendements positifs au cours des 10 dernières années. Le Sensex a offert des rendements de 63,07% sur 5 ans et de 103,5% sur 10 ans. Le Nifty a, quant à lui, généré des rendements de 57,43% sur 5 ans et de 97,75% sur 10. Par conséquent, investir dans les fonds indiciels à long terme pourrait s'avérer profitable. Un autre avantage important des fonds indiciels réside dans leurs frais réduits. Le ratio de frais des fonds indiciels est faible. Les fonds gérés activement engendrent des coûts plus élevés, car le gestionnaire gère activement le portefeuille et exécute de nombreuses opérations. Ces fonds ont donc des frais de transaction plus importants. Avec un fonds indiciel à faible coût, vous pouvez investir en actions sans dépenser beaucoup. En outre, vos rendements seront plus élevés grâce à ce ratio de frais réduit. Enfin, un autre atout des fonds indiciels est leur suivi facile. Lorsque vous investissez dans un fonds indiciel, vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'expérience du gestionnaire de fonds ou d'indicateurs comme l'alpha ou le tracking error écart de suivi. Si l'écart de suivi est faible, vous pouvez investir en toute confiance. Le suivi du fonds se fait simplement en observant l'évolution du marché boursier. Quels sont les inconvénients des fonds indiciels ? Le principal inconvénient des fonds indiciels est leur manque de flexibilité. Lors d'un repli du marché, les gestionnaires de fonds indiciels ne sont pas autorisés à investir dans d'autres actions que celles présentes dans l'indice. Par conséquent, il n'est pas possible de limiter les pertes,
en investissant dans des actions extérieures à l'indice. Les fonds gérés activement, quant à eux, peuvent choisir d'investir dans des actions de différentes capitalisations boursières, en particulier lorsque les marchés sont instables. Cela peut permettre d'augmenter les rendements tout en réduisant les pertes. Un autre inconvénient majeur est que les fonds indiciels ne peuvent pas surperformer le marché. Ils offriront des rendements équivalents ou légèrement inférieurs à ceux du marché. Si vous souhaitez obtenir des rendements supérieurs aux attentes du marché, vous devez envisager d'investir dans des fonds communs de placement gérés activement. Principale similitude et différence entre les ETF et les fonds indiciels. Les fonds négociés en bourse, Exchange Traded Fund ou ETF, et les fonds indiciels sont d'excellents véhicules de constitution de patrimoine performants dans divers contextes d'investissement. Cependant, il est important de noter que les fonds indiciels sont souvent des ETF et que les ETF sont, dans la grande majorité des cas, basés sur des indices. Les fonds indiciels, comme les ETF, peuvent être utilisés comme des investissements automatiques, du type je place et j'oublie, car ils sont souvent peu coûteux et gérés de manière passive. En plus d'autres caractéristiques qui conviennent à l'investisseur moyen, ces deux types d'investissement offrent une diversification intégrée. Nous allons ici comparer ces deux options afin de vous aider à déterminer laquelle ou les deux pourraient vous convenir le mieux. Les ETF et les fonds indiciels remplissent des fonctions similaires pour l'investisseur et sont relativement comparables. Examinons leurs points communs. Diversification. L'un de leurs principaux avantages est la facilité avec laquelle ils permettent de diversifier votre portefeuille. Par exemple, les Total Stock Market Fund suivent la performance de toutes les entreprises cotées aux États-Unis, ce qui représente près de 4000 sociétés américaines actuellement. Les fonds indiciels, VTSAX et VTI de Vanguard, suivent tous deux le même indice. Le premier est un fonds commun de placement, le second est un ETF. Frais réduits. Les frais des fonds indiciels et des ETF sont raisonnables, surtout comparés à ceux des fonds gérés activement. De nombreux ETF suivent un indice, ce qui permet de maintenir les coûts au minimum. Les fonds indiciels, avec leur gestion passive, n'ont que peu de charges de personnel, car ils ne s'ajustent que lorsque l'indice évolue. En 2022, les fonds communs d'actions indiciels affichaient un ratio de frais moyen de 0,05% selon le dernier rapport de l'Investment Company Institute. Pour les ETF d'actions, ce chiffre était de 0,16%. A l'inverse, les fonds communs de placement et les ETF gérés activement avaient des frais moyens respectifs de 0,66% et 0,68% en 2022. Investir sans effort. La majorité des ETF et des fonds indiciels cherchent simplement à reproduire un indice d'actions ou d'autres actifs. Ils ne cherchent pas à battre le marché via des échanges fréquents. Leur objectif est de refléter la performance de l'indice et d'en égaler les rendements à long terme. Les investisseurs peuvent utiliser les fonds indiciels et les ETF comme stratégie de placement passif. Par exemple, si vous avez accès à un plan de retraite parrainé par votre employeur, vous pouvez investir via des prélèvements sur votre salaire. En investissant un pourcentage fixe de chaque paie dans des fonds indiciels, votre portefeuille ne nécessitera presque aucun suivi. Il en va de même si vous alimentez un compte de courtage avec des investissements en ETF ou en fonds indiciels. La plupart des courtiers vous permettent aujourd'hui d'investir automatiquement, notamment dans les fonds indiciels S&P 500. Excellente performance à long terme. Une autre force des fonds indiciels et des ETF est leur solide performance à long terme. Un sélectionneur d'actions ou un gestionnaire actif peut réussir une opération ponctuelle, mais rares sont ceux capables de battre le marché de manière constante sur une longue période. La majorité des gestionnaires de fonds actifs échouent à égaler, voire à suivre, leur indice de référence sur le long terme. En revanche, les fonds indiciels et les ETF offrent une performance plus fiable sur la durée. Par exemple, le S&P 500 a historiquement généré des rendements moyens d'environ 10% par an. Grâce à leur large diversification, les fonds indiciels et les ETF constituent des investissements judicieux à long terme,
Principale différence entre les ETF et les fonds indiciels. Les investisseurs doivent connaître les principales différences entre les ETF et les fonds indiciels. Où les acheter? Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas investir dans des ETF si vous cotisez à un plan 401J ou 403 Gros par le biais de votre employeur. Dans ces cas-là, les options d'investissement sont généralement limitées aux fonds communs indiciels. Si vous souhaitez acheter des ETF, il est généralement conseillé d'ouvrir un compte de type IRA, Roth IRA ou un compte de courtage imposable. En fonction de l'endroit où vous ouvrez ces comptes, vous aurez accès à un éventail beaucoup plus large de fonds, incluant de nombreux fonds communs et ETF. Au final, les courtiers en ligne offrent le plus de possibilités pour acheter des fonds indiciels. Les grandes plateformes de courtage proposent toutes les catégories populaires de fonds indiciels. Exigences d'investissement. Le montant d'investissement initial, minimum, varie en fonction du type de fonds indiciel. Par exemple, les minimums requis pour les fonds communs peuvent dissuader certains investisseurs. Autrefois, l'investissement minimum requis pour le fonds VTSAX de Vanguard était de 10 000 $. Ce montant a depuis été réduit à 3 000 $, ce qui est une amélioration notable, mais qui reste élevé pour certaines personnes qui ne disposent pas toujours d'un tel capital. Avec un compte chez un courtier en ligne, vous pouvez souvent acheter une seule part d'un ETF. Encore mieux, plusieurs courtiers en ligne proposent désormais le trading de fractions d'actions. Grâce à cela, vous pouvez investir exactement le montant que vous souhaitez, certains vous permettant même d'acheter jusqu'à 1/100 d'une part. Frais de transaction. Les fonds communs de placement et les ETF ont des structures de frais de transaction différentes. Chez les grands courtiers, les commissions de négociation sur les actions et les ETF sont pratiquement inexistantes. Cependant, les fonds communs indiciels peuvent être assortis de frais de souscription, une forme de commission de vente et de commission de transaction plus élevée. Les ETF, eux, ne prélèvent pas de frais de souscription à l'achat ni à la revente. La leçon à retenir ici est qu'il faut bien prendre en compte l'ensemble des frais. Même si un fonds commun présente un ratio de frais inférieur à celui d'un ETF comparable, les coûts de transaction peuvent en annuler l'avantage. Planification fiscale. Sur le plan fiscal, les ETF sont généralement plus avantageux si vous achetez et vendez fréquemment. L'impôt sur les plus-values n'est dû que lorsque vous vendez vos parts d'ETF. Cela diffère des fonds communs indiciels, car lorsque vous vendez vos parts à la société de gestion, les gains réalisés par le fonds peuvent être redistribués à l'ensemble des porteurs de parts. Autrement dit, si le gestionnaire vend des actifs sous-jacents avec profit, tous les investisseurs du fonds peuvent être imposés sur cette part de gain, même s'ils n'ont pas eux-mêmes vendu. ETF contre fonds indiciels. Lequel est le meilleur choix? Il est difficile d'affirmer si un fonds indiciel ou un ETF est supérieur, car la réponse dépend des fonds concernés et de vos objectifs d'investissement. De nombreux fonds indiciels existent sous forme d'ETF qui permettent des transactions en continu pendant les heures d'ouverture du marché et proposent des frais extrêmement bas. Les fonds communs indiciels, quant à eux, nécessitent souvent un investissement minimum de plusieurs milliers de dollars, et les achats ou ventes ne peuvent réellement se faire qu'à la clôture de chaque journée de bourse. Mais il est important de rappeler que les fonds communs de placement et les ETF ne sont que des véhicules d'investissement dans des actifs comme les actions et les obligations. Ils ne constituent pas des investissements en soi. Tant que les frais de gestion de chaque fonds sont comparables, vous devriez obtenir une performance similaire à long terme si vous investissez dans un fonds commun et un ETF qui suivent le même indice et contiennent les mêmes actions sous-jacentes. Que vous choisissiez d'investir dans un fonds indiciel ou un ETF, vous investissez avant tout dans votre avenir. Les différences entre les deux sont généralement minimes. Les fonds indiciels et les ETF sont souvent, mais pas toujours, interchangeables. La décision la plus importante n'est pas de choisir entre les deux, mais de commencer à investir. Cela vous permet de bénéficier de frais réduits, d'une diversification et d'un placement à long terme. Chapitre 2. La puissance de la diversification. Le marché est volatile
en raison de l'instabilité politique, des tensions commerciales et du ralentissement de la croissance mondiale. Même si l'avenir est imprévisible, la diversification peut contribuer à gérer le risque et à atténuer les effets d'une perturbation importante du marché. Un marché agité, des tensions commerciales croissantes, une incertitude politique persistante et un ralentissement de la croissance mondiale n'ont pas facilité la tâche des investisseurs ces derniers mois. Selon les recherches de Morgan Stanley, la volatilité devrait rester élevée au cours des mois à venir. Si vous êtes un investisseur à long terme, la volatilité ne doit pas vous inquiéter outre mesure, mais il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour la gérer. La diversification est votre meilleur allié en matière d'outils. Que signifie la diversification des investissements? La diversification consiste à répartir les investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs d'activité et zones géographiques afin de réduire le risque global d'un portefeuille d'investissement. En détenant un mélange d'investissements, l'idée est que la mauvaise performance d'un actif peut être compensée par la meilleure performance d'un autre, ce qui permet d'obtenir un rendement global plus stable. Ainsi, la diversification cherche à inclure des actifs dont les performances sont peu corrélées entre elles. La majorité des experts en investissement considèrent la diversification comme l'élément le plus essentiel pour atteindre des objectifs financiers à long terme, tout en limitant les risques, même si elle ne garantit pas l'absence de pertes. Voyons ici pourquoi et comment diversifier votre portefeuille. Comprendre la diversification en matière d'investissement. Imaginons que votre portefeuille d'investissement ne contienne que des actions de compagnies aériennes. Après une mauvaise nouvelle spécifique au secteur, comme une grève prolongée des pilotes, susceptible d'entraîner des annulations de vol, les cours de toutes ces actions pourraient chuter en même temps. Cela signifie que la valeur de votre portefeuille baisserait sensiblement. Quelques actions du secteur ferroviaire pourraient compenser ces pertes, en veillant à ce qu'une seule partie de votre portefeuille soit affectée. Il est fort probable que les valeurs du rail augmentent, car les passagers se tourneraient vers d'autres moyens de transport. Au cœur de la diversification se trouve un processus délibéré de répartition de votre portefeuille entre différents types d'investissements. Lorsque vous diversifiez, vous adoptez une posture défensive, au lieu de chercher à maximiser vos rendements en misant uniquement sur les entreprises les plus performantes. La politique de diversification est d'ailleurs activement encouragée par la Securities and Exchange Commission, SEC, des États-Unis. La puissance de la diversification. La diversification repose sur l'idée que différents actifs réagissent différemment, même dans les mêmes conditions. Un portefeuille peut être plus résilient face aux évolutions des marchés et de la conjoncture économique en combinant avec soin des actifs aux caractéristiques variées. La répartition d'actifs, c'est-à-dire la manière dont vos investissements sont répartis entre différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations et les liquidités, est le meilleur moyen d'atteindre une véritable diversification. Selon les études académiques, la stratégie de répartition d'actifs a un impact majeur sur la performance d'un portefeuille d'investissement à long terme. De plus, vous pouvez réduire le risque de votre portefeuille en investissant dans plusieurs classes d'actifs soigneusement sélectionnées plutôt que de vous concentrer sur une seule, comme les actions australiennes. Gardez à l'esprit que la gestion des risques est tout aussi essentielle que la recherche de rendement. Pour atteindre vos objectifs financiers, il est crucial de disposer d'un cadre stratégique de répartition d'actifs à long terme, SAA, ainsi que de vues tactiques à court terme, TAA, tenant compte des conditions de marché actuelles. L'importance de diversifier vos investissements. En diversifiant vos investissements, vous pouvez augmenter vos profits tout en réduisant les risques. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment investir de manière à protéger vos actifs et maximiser vos chances de succès? Est-il possible de trop diversifier? Commençons par les bases et examinons pourquoi il est essentiel d'investir dans différents types d'actifs. La diversification est l'un des piliers d'une stratégie d'investissement solide. En répartissant vos investissements entre plusieurs classes d'actifs, vous augmentez la probabilité que certains se comportent bien, même si d'autres sont en difficulté. Prenons un exemple pour mieux illustrer l'intérêt de la diversification. Imaginez que vous investissez dans deux entreprises, l'une spécialisée dans la fabrication de vélos, l'autre dans les aliments biologiques pour
pour bébé. Les deux sociétés se portent bien et vous décidez d'y investir 10 000 $. Mais avec le temps, la situation se dégrade pour l'entreprise d'aliments pour bébé, tandis que l'intérêt des jeunes pour le cyclisme explose. Ainsi, les pertes de l'entreprise d'alimentation sont compensées par les gains de celle qui fabrique des vélos. La diversification aide à gérer les risques et à protéger vos actifs. En répartissant vos investissements au lieu de les concentrer dans un seul secteur ou une seule région, vous renforcez la sécurité de votre portefeuille si un événement négatif survient. Si vous analysez plusieurs portefeuilles, vous remarquerez souvent une répartition des actifs. La plupart des investisseurs évitent de concentrer tout leur capital dans un seul secteur ou un seul type de titre. À la place, ils le répartissent sur divers investissements et classes d'actifs. Pourquoi ? Parce que cette approche permet de réduire les risques et de mieux protéger leur patrimoine. Le principal avantage de la diversification est qu'elle réduit la volatilité de votre portefeuille. Autrement dit, si un investissement perd de la valeur, un autre pourrait en gagner au même moment, ce qui permet de maintenir une performance globale positive dans le temps, même si elle était modeste. Par exemple, si vous investissez 100% de votre portefeuille en actions, une chute de 10% du marché peut anéantir une année de croissance, un phénomène assez courant. Bien sûr, il y aura toujours des pertes dues à de mauvaises décisions de gestion ou de marché, mais la diversification permet d'amortir ces chocs. Lorsque certains actifs chutent, d'autres montent. Cela signifie que, même en cas d'erreur ou d'échec isolé, vos gains sur l'ensemble du portefeuille peuvent continuer à croître. L'erreur la plus fréquente en investissement est de tenter d'anticiper le marché. Chercher le moment parfait pour entrer ou sortir du marché peut nuire à vos rendements, car il est presque impossible d'y parvenir avec régularité. Même les experts équipés d'algorithmes sophistiqués échouent souvent. Il vaut mieux vous assurer d'être investi lorsque les phases de croissance commencent, plutôt que d'essayer de les prédire. Un portefeuille diversifié vous permet de rester exposé au marché en continu. Si un secteur se porte mal, un autre peut compenser cette faiblesse. Si une classe d'actifs perd de la valeur, une autre peut prendre le relais. Et si une entreprise fait faillite, ce qui arrive inévitablement, d'autres sociétés du portefeuille ne seront pas impactées de la même manière. Il est donc crucial d'investir dans différents types d'instruments pour réduire les risques et maximiser le potentiel de rendement. En répartissant vos fonds et en réduisant votre exposition à un seul secteur ou investissement, la diversification devient un outil puissant pour maîtriser les risques. Par exemple, si tout votre portefeuille est composé d'actions et que le marché s'effondre, vous pourriez perdre l'intégralité de votre capital. Mais si vous avez un portefeuille équilibré incluant des obligations, de l'immobilier, des actions, voire un peu de liquidité, il est beaucoup moins probable que tous ces actifs chutent simultanément. Étant donné qu'il est impossible de prévoir le comportement du marché et qu'aucune évolution n'est garantie, il est préférable d'investir progressivement. Ainsi, vous êtes exposé lorsque les marchés se redressent ou évoluent favorablement, même lorsque d'autres attendent. Tous les investisseurs devraient en comprendre la diversification. En répartissant vos investissements entre différentes classes d'actifs, vous réduisez le risque de subir une perte importante sur un seul produit ou un seul secteur. Et vous augmentez aussi la probabilité que certains de vos investissements réussissent, même si d'autres échouent. Comment la diversification réduit la volatilité et gère les risques ? La diversification vise à améliorer les rendements sur le long terme, tout en réduisant les risques globaux. Cela s'explique par le fait que les actifs ne réagissent pas tous de la même manière aux différentes périodes ou conditions de marché. La diversification est une méthode éprouvée pour réduire le risque d'investissement. L'adage bien connu « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier » est d'ailleurs devenu synonyme de diversification dans le monde de la finance. Autrement dit, diversifier consiste à répartir les investissements entre plusieurs paniers d'actifs afin de limiter les risques liés à l'investissement. Un portefeuille bien diversifié comprend des composantes issues de différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, l'immobilier, l'or et d'autres matières premières. Ces composantes permettent au portefeuille de générer des rendements supérieurs à la moyenne à long terme. La nécessité de diversifier son portefeuille est renforcée par plusieurs facteurs
notamment le contexte macroéconomique, les facteurs microéconomiques et les spécificités propres aux entreprises. Mais la diversification doit être effectuée de manière rigoureuse. Une diversification excessive ou mal pensée est inutile. Son effet recherché est une performance plus stable et des rendements plus réguliers, sans fluctuations brusques, ce qui contribue à rassurer les investisseurs grâce à une volatilité moindre. Classe d'actifs principales. Les 4 grandes catégories d'actifs à diversifier sont les actions, les obligations, l'immobilier et les investissements alternatifs. L'utilisation de fonds communs de placement FCP pour diversifier est un choix judicieux pour les investisseurs particuliers. Les FCP offrent des solutions rentables, transparentes et accessibles. Étant donné l'abondance d'options dans ce domaine, ils constituent souvent la seule manière réaliste de bâtir un portefeuille complet. Différents types d'actifs, comme les obligations et les actions, ont généralement une corrélation négative. Ainsi, une combinaison d'actifs est bénéfique à la diversification. Il est également conseillé de diversifier les secteurs d'activité, car des évolutions négatives dans l'un sont souvent compensées par des résultats positifs dans un autre. Bien qu'investir dans les obligations puisse diminuer les rendements globaux du portefeuille, cela permet aussi de réduire les risques et la volatilité. Il peut également être pertinent d'investir dans l'or, qui constitue une couverture efficace contre la dépréciation du dollar américain. Diversification par secteur. Deuxièmement, il est essentiel de diversifier le portefeuille entre plusieurs secteurs. Cela permet de réduire leur vulnérabilité à un choc économique unique et d'augmenter leur capacité à rééquilibrer leur portefeuille. Un investisseur souhaitant limiter son exposition à un secteur spécifique peut tirer parti d'une diversification par industrie et par taille d'entreprise. Cela peut inclure des secteurs volatiles, énergie, industrie, défensifs, services publics, santé, ou cycliques, services financiers, immobiliers. Si vous surchargez votre portefeuille avec des expositions concentrées dans un seul secteur ou marché, vous ne bénéficierez jamais pleinement des avantages de la diversification. Les investissements dans plusieurs marchés mondiaux réduisent la probabilité que le portefeuille soit fortement impacté par une catastrophe naturelle imprévue ou un changement politique dans une région spécifique. Il est crucial de garder à l'esprit qu'un bon investissement est souvent un investissement faiblement corrélé aux autres. Ainsi, ils réagissent différemment aux conditions de marché. Un portefeuille a besoin d'une diversité de secteurs, car les risques au sein d'une industrie sont souvent similaires. Les portefeuilles doivent être diversifiés par secteur, taille et géographie, afin de réduire le risque spécifique à une entreprise. Un investisseur peut ainsi mieux contrôler les risques et réduire la volatilité des fluctuations de prix d'un actif en diversifiant ses avoirs. Même si votre portefeuille est bien diversifié, le risque ne peut jamais être complètement éliminé. Dans le contexte actuel, instable, volatile et marqué par des cycles économiques courts, il est essentiel de répartir stratégiquement les actifs du portefeuille. Le plus important, c'est d'obtenir l'aide d'un professionnel pour construire un portefeuille solide. Un expert peut vous guider dans la diversification de manière méthodique en tenant compte des rendements à long terme, tout en limitant les risques à court et à long terme. Avec l'aide d'un spécialiste, vous pouvez évaluer votre propre tolérance au risque et personnaliser votre portefeuille en conséquence. Au final, tout dépend de votre besoin en liquidité ou de votre volonté d'attente sur le long terme. Cela influencera la structure de vos investissements. Chaque investisseur a une tolérance au risque, des objectifs d'investissement et des moyens financiers qui lui sont propres. Ces éléments ont un impact significatif sur la composition du portefeuille. Enfin, les approches fondées sur les données et la logique, plutôt que sur l'émotion, sont souvent les plus efficaces. Comme mentionné, toutes les classes d'actifs, industrie ou marché, ne réagissent pas de la même façon à la diversification. Néanmoins, elles restent un outil essentiel pour améliorer les rendements ajustés aux risques à long terme. Chapitre 3. Explorer les différents types de fonds indiciels. En 1976, John Jack Bogle a rendu les fonds indiciels accessibles aux investisseurs particuliers. Le Vanguard 5 Cents Index Fund suivait l'indice S et P5 Cents.
L'objectif principal était d'obtenir une large diversification sans avoir à dépenser beaucoup pour acheter des titres individuels ou à supporter les frais élevés associés aux fonds communs de placement gérés activement. Depuis 1976, les fonds indiciels ont considérablement évolué. Aujourd'hui, ils permettent aux investisseurs d'augmenter leur exposition à des classes d'actifs, marchés, secteurs ou approches d'investissement spécifiques. Ce chapitre explore 9 types de fonds indiciels qui se sont développés au fil du temps. Nous verrons en quoi ils diffèrent dans leur structure et comment ils peuvent s'adapter à différents profils de risque dans les portefeuilles d'investissement. Premier fonds indiciel à large marché. Ce type de fonds cherche à répliquer une large portion du marché boursier investissable. Étant donné qu'il expose les investisseurs à des actions de différentes capitalisations et secteurs, un fonds qui suit l'indice Nifty 500, par exemple, est un fonds indiciel à large marché. Des exemples incluent le Motilal Oswal Nifty 500 Fund ou encore le Navi Total Market Index Fund, qui donne accès à environ 750 actions de grande, moyenne, petite et micro-capitalisation. Aux États-Unis, les Wilshire 5000 Total Market Index Fund, Russell, 3000 ETF et Vanguard Total Stock Market Index Fund représentent une grande part de ce type d'investissement. Ces fonds cherchent simplement à répliquer la performance globale du marché boursier, ce qui en fait une excellente option pour les investisseurs à long terme. Il est inévitable que les actifs se recoupent avec d'autres fonds indiciels, mais tant que vous surveillez attentivement votre allocation entre grande, moyenne et petite capitalisation, ce recoupement n'est pas problématique. Deuxième fonds indiciel par capitalisation boursière. La taille compte, surtout en investissement. La capitalisation boursière des entreprises est le critère principal utilisé pour pondérer la majorité des indices. Nifty 50, Sensex, Nifty, Next 50, Nifty Mid Cap 150, Nifty Small Cap 250, etc. Un indice pondéré par la capitalisation donnera plus de poids aux actions surévaluées et moins aux actions sous-évaluées. Cela crée une distorsion alimentée par chaque nouveau dollar investi. À long terme, cela peut conduire à des corrections de marché majeures lorsque ces actions deviennent trop chères. Cela dit, pour un investisseur à long terme, la volatilité à court terme ne devrait pas être une source d'inquiétude. Troisième, fonds indiciel à pondération égale. L'un des moyens de contrer les déséquilibres des indices pondérés par capitalisation est d'opter pour une pondération égale. Chaque action représente le même poids. Par exemple, dans un indice Nifty 50 à pondération égale, chaque entreprise aurait un poids de 2%. Cela offre une répartition plus équilibrée, souvent orientée vers la valeur, et bien plus diversifiée qu'un indice traditionnel pondéré par capitalisation. Quatrième, fonds indiciel, Smart Beta, ou basé sur des facteurs. La capitalisation boursière n'est pas la seule méthode possible. Des critères comme le ratio C par B, le rendement du dividende, les flux de trésorerie ou encore le chiffre d'affaires peuvent servir à construire des indices plus ciblés. Grâce à la puissance informatique, des facteurs tels que la valeur, qualité, volatilité ou momentum sont identifiés. Ces fonds sont appelés Smart Beta et sont de plus en plus populaires. Par exemple, Edelweiss Nifty Cent Qualité 30 utilise la qualité comme facteur, à partir d'indicateurs comme le ROE, les flux de trésorerie d'exploitation ou la dette. Des fonds à facteurs multiples ont également vu le jour pour mieux équilibrer rendement, risque et volatilité. Cinquième fonds indiciel stratégique. Les fonds indiciels stratégiques cherchent à répliquer des indices construits à partir de modèles quantitatifs. Exemple, l'indice Nifty Dynamic Asset Allocation, qui combine les indices Nifty 50 avec des obligations à court terme en fonction de ratios CB ou CV. Cela permet de moduler l'allocation selon la valorisation du marché, une approche utile pour les investisseurs souhaitant ajuster dynamiquement leur exposition aux actions. Sixième fonds indiciel sectoriel. Les fonds sectoriels investissent dans un secteur spécifique, banque, technologie, santé, infrastructure,
Consommation. Certains sont très ciblés, comme ceux concentrés uniquement sur les banques publiques ou privées. Ces fonds, très populaires aux États-Unis, permettent aux investisseurs de parier sur des dynamiques sectorielles spécifiques. Septième fonds indiciels internationaux. Le marché des fonds indiciels internationaux s'est énormément développé. Des fonds suivent désormais les indices NYSE FANG+, Nasdaq, S et P500 ou encore Hang Seng. Certains indices de marché développés sont proposés seuls ou combinés. Par exemple, le NYSE FANG+, comprend 10 actions technologiques, Apple, Tesla, Facebook, etc., pondérées également. Avec une corrélation de seulement 0,15 avec le Nifty 50, cet indice offre une diversification précieuse en exposant à des entreprises et dynamiques différentes. Huitième fonds indiciel obligataire. Les risques liés aux obligations sont le risque de taux et le risque de crédit. En Inde, les fonds indiciels obligataires sont encore marginaux, mais certains comme le ICC Prudential, PSU, Bond plus SDL, 40-60 Index Fund, septembre 2027, permettent de réduire ces risques. Ce fonds, composé de 8 obligations PSU notées AAA et de 20 prêts de développement des États, offre un bon équilibre. Des alternatives comparables sont proposées par Aditya Birla Sun Life, Edelweiss ou encore IDFC, notamment à travers des fonds obligataires, Gilt ou Bharat Bond. Neuvième fonds indiciel personnalisé, Custom Index Fund. La personnalisation d'indices est une tendance émergente. Grâce aux nouvelles technologies et à la baisse des frais, les institutions peuvent créer leurs propres indices pour répondre à des besoins spécifiques. Les Custom Index Funds permettent une gestion sur mesure comme si vous pouviez modifier les plans d'un architecte pour adapter la maison à vos goûts. Cette approche séduit de plus en plus d'investisseurs dans le monde et plusieurs gestionnaires indiens montrent un intérêt croissant. Depuis 1976 et la création du premier fonds indiciel, négocié en bourse par le groupe Vanguard, les fonds indiciels ont parcouru un long chemin. Vous pouvez explorer et investir dans de nombreux schémas présentés dans ce chapitre. Mais avant tout, réfléchissez à la manière dont ils s'intègrent à votre portefeuille global. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 4. Choisir les bons fonds indiciels pour votre portefeuille. L'argument en saillie en faveur de l'investissement indiciel est simple à comprendre. Pour une fraction du coût des fonds gérés activement ayant une concentration comparable, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, ETF, qui cherchent simplement à reproduire la performance des principaux indices, offrent généralement de meilleurs résultats à long terme. À la fin de l'année 2020, les fonds indiciels et les ETF représentaient 40% de l'ensemble des actifs des investisseurs, contre moins de 20% en 2010, à mesure que cet argument simple gagnait en popularité. Cependant, choisir le meilleur fonds peut s'avérer complexe, surtout face à une gamme de choix en constante expansion. Dans une analyse récente, Morningstar a identifié près de 200 fonds de type Large Cap Blend comme élément potentiel de base pour constituer un portefeuille bien diversifié. Comment, dès lors, déterminer lequel vous convient le mieux? Choisissez des fonds indiciels avec les frais de gestion les plus bas. La plupart des fonds indiciels et des ETF appliquent un ratio de frais, c'est-à-dire des frais annuels. Ce petit montant couvre les coûts d'exploitation du fonds. Oui, même si leur objectif est simplement de reproduire la performance et la composition des indices existants, des frais sont engagés pour l'achat et la vente des titres détenus par les fonds indiciels, entre autres. Comme aucun poste de vos relevés de fonds ne détaille précisément ce que vous coûte ce ratio de frais, il n'est pas évident que vous le payiez. En réalité, une part des actifs du fonds est automatiquement prélevée sur vos rendements.
Les coûts liés à l'investissement indiciel sont importants. Une fois que vous avez choisi la catégorie d'investissement que vous souhaitez indexer, recherchez le fonds ou l'ETF dont le ratio de frais est le plus bas. Le Fidelity Zero Total Stock Market Fund, fidèle à son nom, ne facture aucun frais, ce qui en fait l'un des meilleurs fonds indiciels couvrant l'ensemble du marché boursier. Le Vanguard Total Stock Market Fund et l'indice boursier global de Schwab appliqueront des ratios de frais annuels de 0,03% et 0,04% respectivement. Ces frais extrêmement bas peuvent trop s'avérer plus avantageux que ceux de fonds aux caractéristiques identiques, mais avec des frais plus élevés sur le long terme. Faites le calcul. Si le ratio de frais était de 0,63% et que vous investissiez 10 000 dollars par an pendant 10 ans avec un rendement brut de 8%, vous disposeriez d'environ 151 000 dollars à la fin de cette période. Si le ratio de frais d'un autre fonds suivant le même indice avec une stratégie similaire était de seulement 0,04%, vous auriez plus de 156 000 dollars. La différence uniquement liée aux frais s'élèverait à 5 000 dollars. Imaginez le potentiel de croissance sur un horizon d'investissement de 30 ou 40 ans. Ne vous tracassez pas de la différence entre ETF et fonds indiciels. Lorsque vous recherchez des produits taguants qui suivent passivement un indice sous-jacent, vous pouvez vous demander quelle est la différence entre un fonds indiciel et un ETF, et surtout si cela a réellement de l'importance. C'est la volatilité du prix des parts qui distingue un fonds indiciel d'un ETF. Vous pouvez passer un ordre d'achat pour un fonds commun indiciel à tout moment, mais le prix sera déterminé par la valeur de l'ensemble des actifs sous-jacents à la clôture de la journée boursière en cours. Si vous passez un ordre après la fermeture du marché, 16 heures, heure de l'Est, pour les bourses américaines, votre transaction sera exécutée au prix de clôture du jour suivant. Les ETF, quant à eux, se négocient comme des actions et leur prix varie tout au long de la journée de négociation. Le type de fonds que vous choisissez importe peu, tant qu'il est abordable, à condition que vous puissiez acheter et vendre ETF et fonds communs sans commission, ce qui devient de plus en plus courant chez les meilleures maisons de courtage. Cependant, si vous débutez dans l'investissement, que ce soit via un compte de retraite individuel, IRA ou un compte imposable traditionnel, un ETF peut être une option plus judicieuse. De nombreux fonds communs exigent un investissement initial minimum de 1 000 dollars ou plus. En revanche, si vous ouvrez un compte de courtage, vous pouvez commencer à investir immédiatement avec une seule part d'un ETF, souvent bien inférieure au minimum requis pour un fonds. Même une petite fraction d'un ETF peut suffire pour se lancer. Les ETF bénéficient aussi souvent de ratios de frais plus faibles. Parfois, la différence est minime. Le ratio de frais pour le Vanguard Total Stock Market ETF est de 0,03%, tandis que celui de la version fonds commun s'élève à 0,04%. Parfois, l'écart est plus marqué. Le ratio de frais pour l'ETF iShares S&P 500 est de 0,09%, alors que la classe d'actions investisseurs de la version fonds commun applique un taux de 0,35%. Mais un principe fondamental reste vrai lorsqu'il s'agit de choisir entre fonds communs et ETF, optez pour celui qui permet de répliquer l'indice au coût le plus bas. Comment les fonds indiciels fonctionnent le mieux dans un portefeuille ? Un portefeuille de retraite ou d'investissement peut être structuré de différentes façons. Vous pouvez miser entièrement sur l'indexation, une stratégie souvent utilisée par les robots conseillers qui s'appuient généralement sur des ETF. Alternativement, vous pouvez combiner des fonds gérés activement avec des fonds indiciels. Howley construit les portefeuilles de ses clients selon la stratégie dite du cœur et satellite. Le noyau repose sur des fonds indiciels et des ETF à faible coût, mais il sélectionne également certains fonds gérés activement, offrant un potentiel rendement-risque plus attractif. Quelle que soit la stratégie adoptée, l'objectif est de concentrer l'indexation dans les segments du marché souvent qualifiés d'efficients, un marché où l'information est abondante et les échanges fluides, ce qui rend difficile pour une gestion active de surpasser la moyenne. Le rapport actif-passif baromètre de Morningstar
compare les performances des fonds gérés activement à celles des fonds indiciels dans une catégorie d'investissement donnée. Moins d'un fonds actif sur 4 a surpassé son équivalent indiciel sur les 10 années précédant 2020, toutes catégories confondues. L'indexation s'est révélée encore plus performante dans les marchés les plus efficients. Entre 2010 et 2020, seuls 8,4% des fonds actifs Large Cap Blend, 9,3% des Large Cap Growth et 14% des Large Cap Value ont battu leurs équivalents indiciels. Moins de 3 fonds obligataires, Intermediate Core sur 10, ont surpassé les fonds de référence de leur catégorie. La gestion active affiche de meilleurs résultats lorsque l'information disponible est moins homogène ou que le marché est moins structuré. Au cours des 10 dernières années, plus de 40% des fonds actifs investis dans les actions de croissance small cap et mid cap américaines, les obligations à haut rendement, les obligations d'entreprise, l'immobilier et les marchés boursiers émergents ont dépassé les fonds indiciels. Construire un portefeuille avec des fonds indiciels. Il est possible de constituer un portefeuille entièrement indiciel avec un seul fonds si vous souhaitez faire simple. 2 ou 3 fonds suffisent si vous préférez avoir plus de contrôle sur la répartition de vos actifs. Optez pour un fonds à date cible. Un fonds à date cible peut être utilisé dans un portefeuille de retraite. Un seul fonds portant une année proche de votre 65e anniversaire dans son intitulé fera l'affaire. Et voilà, c'est terminé. En fonction de votre horizon d'investissement, le fonds à date cible fait tout le travail en investissant dans un mélange d'obligations et d'actions ou d'ETF. De nombreux fonds à date cible utilisent exclusivement des fonds indiciels et des ETF indiciels à faible coût. Adoptez la stratégie des 3 fonds. Une autre stratégie simple consiste à créer un portefeuille à 3 fonds, composé d'un fonds indiciel d'obligations américaines de haute qualité, d'un fonds d'actions internationales et d'un fonds indiciel couvrant l'ensemble du marché boursier. Cette approche vous offre une plus grande flexibilité quant au ratio actions-obligations, mais elle nécessite une implication plus active de votre part que le fonds à date cible. Chapitre 5. Définir vos objectifs d'investissement. Selon une récente enquête de Bankrate, plus de la moitié des travailleurs américains affirment être en retard dans leur épargne retraite. Pour beaucoup, la retraite représente l'objectif financier ultime. Alors pourquoi autant de personnes n'y parviennent-elles pas? L'une des raisons possibles réside dans l'absence d'objectifs d'investissement clairs et maintenus dans la durée. Si vous ne connaissez pas vos objectifs dès le départ, il vous sera difficile de les atteindre. Même si se lancer dans l'investissement peut sembler intimidant pour certains, le fait d'identifier vos priorités augmente vos chances de succès. Voici 4 principes pour fixer des objectifs d'investissement. Sachez ce qui compte le plus pour vous. Avant de définir des objectifs d'investissement précis, il est utile de réfléchir à ce qui est essentiel pour vous. Envisagez-vous d'avoir des enfants? Quand souhaitez-vous partir à la retraite? Répondre à ce type de questions peut vous aider à mieux comprendre ce qui a le plus de valeur pour vous. À partir de là, vous pouvez commencer à définir vos objectifs financiers, c'est-à-dire les événements de votre vie pour lesquels vous devrez commencer à épargner et investir. La retraite, le mariage, la parentalité ou l'achat d'un logement sont des objectifs d'investissement courants. Les étapes suivantes vous aideront à fixer et atteindre vos objectifs. Définissez vos priorités. Chaque personne a des objectifs différents en fonction de sa situation personnelle. En identifiant vos priorités, vous pouvez orienter votre épargne vers les aspects de votre vie qui comptent le plus. SMART est un acronyme bien connu pour une méthode de fixation d'objectifs. Voici ce qu'il signifie. S. Spécifique. Les objectifs doivent être clairs, précis et compréhensibles. M. Mesurable. Des objectifs mesurables permettent de suivre vos progrès et d'évaluer si vous êtes sur la bonne voie. A. Atteignable. Vous devez pouvoir réaliser ces objectifs. R. Réaliste. Les objectifs ne doivent pas être des fantasmes irréalisables. T. Temporel. Quand prévoyez-vous d'atteindre vos objectifs? Classez vos objectifs selon leur échéance. Une fois vos priorités identifiées, il peut être utile de classer vos objectifs selon différents horizons temporels.
Cela vous permettra de choisir les investissements les plus adaptés à chacun. Objectif à court terme. Cela inclut par exemple un voyage, un acompte pour une voiture ou tout autre événement prévu dans les prochaines années. Objectif à moyen terme. Il s'agit généralement de projets plus conséquents, comme un mariage ou un acompte pour un logement en fonction de leur ampleur. Objectif à long terme. La retraite est souvent le premier objectif qui vient à l'esprit. Si vous débutez votre carrière, cet objectif se situe probablement à 30 ou 40 ans dans le futur. Épargner pour les études supérieures de vos enfants entre aussi dans cette catégorie. Choisissez des investissements adaptés à vos objectifs. Une fois la durée de chaque objectif définie, il est important de choisir les investissements les mieux adaptés. Chaque objectif ayant une échéance différente, il serait inapproprié d'adopter une même stratégie d'investissement pour tous. Investissement pour objectif à court terme. Lorsque vous investissez pour des événements proches, dans quelques années ou moins, la priorité doit être de protéger votre capital plutôt que de viser une forte croissance. Les meilleurs placements à faible risque pour le court terme sont souvent les fonds monétaires et les comptes épargne à haut rendement. Même si ces produits ne génèrent pas ou n'y génèrent pas beaucoup de revenus, ils garantissent l'accessibilité de vos fonds au moment voulu, tout en offrant des taux d'intérêt supérieurs à ceux des comptes épargne classiques. Investissement pour objectif à moyen terme. Selon votre tolérance au risque, vous pouvez prendre plus de risques pour des objectifs dans 3 à 5 ans. Certains investisseurs resteront sur des produits prudents, comme les comptes à bâtiment, on pense au rendement, ou les fonds monétaires. D'autres, avec une plus grande tolérance au risque, pourront allouer une petite partie de leur portefeuille à des fonds indiciels investis dans des entreprises de qualité ou dans des sociétés versant des dividendes. Attention toutefois, même les meilleures actions peuvent perdre de la valeur. Investissement pour objectifs à long terme. Les objectifs à long terme, définis par un horizon supérieur à 5 ans, permettent généralement une prise de risque plus importante. La retraite, par exemple, peut être planifiée sur plusieurs décennies, ce qui vous laisse le temps de compenser d'éventuelles pertes. Dans ce cas, les actions sont souvent le placement privilégié dans un portefeuille diversifié. La plupart des gens trouvent qu'ouvrir un compte auprès d'un courtier en ligne est le moyen le plus simple d'investir en actions. Vous pouvez investir via des fonds communs de placement ou des ETF. Mais attention aux frais élevés. Les fonds indiciels qui suivent les grands indices, comme le S et P500, ont historiquement rapporté environ 10% par an, ce qui en fait des placements solides à long terme. Les fonds à date cible peuvent également convenir pour des objectifs avec une échéance précise. Ces fonds portent l'année visée dans leur nom et ajustent progressivement leur répartition d'actifs à mesure que l'échéance approche. Par exemple, un fonds cible 2050 commencera avec une stratégie agressive, puis deviendra plus prudente avec le temps. Ce type de fonds est particulièrement adapté pour la retraite ou l'épargne-études. Vérifiez régulièrement vos objectifs d'investissement. Il est important de vérifier régulièrement que vos investissements sont en adéquation avec vos plans. Il est normal que vos objectifs évoluent avec le temps. Dans ce cas, vous devrez ajuster vos placements. En outre, au fil du temps, des objectifs qui étaient à moyen ou long terme deviennent des objectifs à court terme. Par exemple, si vous approchez de la retraite, investir en actions n'a plus vraiment de sens. Ce suivi régulier vous permet de maintenir l'équilibre entre votre portefeuille, vos objectifs et votre tolérance au risque. La première étape pour atteindre vos objectifs d'investissement est de les définir. Réfléchissez à vos objectifs à court et à long terme avant toute décision d'investissement. Évaluez-les au moins une fois par an et ajustez votre portefeuille en conséquence. Avec de la discipline et une stratégie claire, vos objectifs sont à votre portée. Pour ceux qui préfèrent confier la gestion de leurs investissements, les robots conseillers représentent une excellente solution. Ils permettent d'accéder à une gestion de portefeuille de qualité, à un coût bien inférieur à celui d'un conseiller financier traditionnel. Certains offrent même des services comme l'optimisation fiscale ou la réallocation automatique des portefeuilles. Prendre en compte votre horizon temporel et votre tolérance au risque. La capacité ou la tolérance au risque d'un investisseur
peut être évalué en fonction de son horizon temporel. En essence, l'horizon temporel répond à une question fondamentale. Quand aurez-vous besoin de cet argent? Exemple d'un horizon temporel. Presque tout le monde partage un objectif d'investissement commun. Profitez d'une retraite confortable. Imaginons que vous souhaitiez partir un peu plus tôt, à 65 ans, au lieu de l'âge habituel de 67 ans. Si vous avez 30 ans en 2023, votre horizon s'étend sur 34 ans, jusqu'en 2057. Pour accélérer vos progrès et avoir une sécurité suffisante pour quitter le marché du travail en 2057, vous devrez prendre davantage de risques en début de carrière. Il est essentiel de comprendre que, lorsque vous pensez à la retraite, un deuxième horizon temporel entre en jeu. Vous n'aurez pas besoin de l'intégralité de vos économies le jour de votre départ. Vos fonds devront probablement durer encore 30 ans, selon votre santé et l'espérance de vie de votre famille. Horizon temporel courant. Vous devez envisager plusieurs horizons d'investissement à la fois, car vous avez plusieurs objectifs pour votre argent. Il est utile de vous référer au calendrier lorsque vous évaluez vos buts, que ce soit pour l'achat d'une voiture ou d'une résidence secondaire. Voici les 3 horizons temporels les plus fréquents. Horizon à court terme. Un horizon à court terme concerne les fonds dont vous aurez besoin prochainement. Par exemple, votre fonds d'urgence, que vous pouvez conserver dans un compte épargne à haut rendement ou un fonds monétaire, sert à couvrir des dépenses imprévues immédiates. Si une urgence survient demain, vous devez disposer de cet argent sans délai. D'autres besoins financiers peuvent aussi être classés dans cette catégorie, même si l'échéance est légèrement plus lointaine. Par exemple, si vous épargnez pour un acompte sur une maison et que le bail de votre logement expire dans 11 mois, vous n'avez pas le luxe de subir une perte de valeur, bien que vous espériez tout de même une certaine croissance. Vous pourriez opter pour un certificat de dépôt à court terme afin de bénéficier d'un rendement légèrement supérieur. Horizon à moyen terme. Selon votre perspective, les objectifs à moyen terme se situent généralement entre 5 et 10 ans. Par exemple, si vous épargnez pour les études de votre enfant de 9 ans, vous commencerez à retirer de l'argent pour les frais de scolarité dans environ 8 ans. Un horizon plus long permet de tolérer un peu plus de risques, mais il est plus prudent d'avoir une répartition équilibrée entre actions et obligations à faible risque pour limiter l'exposition aux pertes majeures. Horizon à long terme. Vous êtes dans un horizon à long terme lorsque vous planifiez des objectifs éloignés dans le temps. Pour un jeune investisseur, la retraite est l'exemple type. Si vous avez 20 ou 30 ans, vous avez encore plusieurs décennies de carrière devant vous. Ce laps de temps vous donne la possibilité d'accepter davantage de volatilité dans votre portefeuille en contrepartie de rendements potentiellement supérieurs. Pourquoi est-il crucial de connaître votre horizon temporel ? Comprendre votre horizon temporel est indispensable pour élaborer une stratégie d'investissement alignée avec vos objectifs. Une distinction essentielle existe entre le retour de votre investissement, préserver votre capital, et le retour sur investissement, générer des gains. Et cette distinction dépendra du temps dont vous disposez. Avec un horizon court, vous êtes focalisé sur la conservation de votre capital, car vous n'avez ni le temps de récupérer d'éventuelles pertes, ni d'attendre que vos placements croissent. A l'inverse, un horizon plus long vous permet de chercher un retour sur investissement plus ambitieux. Vous pouvez accepter une plus grande volatilité, dans l'espoir d'obtenir des rendements supérieurs, puisque vous disposez du temps nécessaire pour absorber les fluctuations du marché. Comment déterminer votre horizon d'investissement ? La question clé est la suivante. Quand aurez-vous besoin de cet argent ? Connaître cette échéance vous aide à estimer votre horizon d'investissement. Vous pouvez utiliser un simulateur d'épargne simple, comme celui proposé par Bankrat, pour évaluer combien vous devez épargner à un taux de rendement annuel moyen. Gardez à l'esprit que votre allocation d'actifs devra évoluer à mesure que votre horizon se raccourcit. Par exemple, à 25 ans, votre retraite semble lointaine. Mais votre premier retrait de votre plan de retraite, à 60 ans, sera considéré comme un objectif à court terme. Il faudra alors réduire les risques et privilégier la préservation du capital. Chapitre 6. Construire un portefeuille équilibré avec des fonds indiciels.
Construire un portefeuille équilibré est à la fois une tâche essentielle et un véritable art dans le monde de l'investissement. Votre portefeuille comprend l'ensemble de vos avoirs, actions, obligations, fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, répartis dans vos comptes de courtage, de retraite et autres comptes financiers. Il est crucial d'avoir un portefeuille équilibré pour gérer le risque de marché et atteindre vos objectifs à long terme. Stratégie d'allocation d'actifs pour la croissance à long terme. L'allocation d'actifs désigne la diversité des investissements présents dans un portefeuille. Maintenir une allocation appropriée est sans doute la décision la plus cruciale que les investisseurs à long terme puissent prendre. Elle correspond à la répartition en pourcentage des actions, obligations et liquidités dans un portefeuille donné. Selon Jack Bogle, fondateur de Vanguard, l'allocation de vos actifs, en particulier la part à consacrer aux actions, est la décision la plus fondamentale en matière d'investissement. Combien d'obligations devez-vous détenir ? Quelle somme en liquidité devriez-vous garder à portée de main ? Les obligations et les actions ont chacune leurs avantages et inconvénients. Historiquement, les actions offrent un rendement supérieur aux obligations sur le long terme. Depuis 1926, les actions affichent un rendement annuel moyen plus de 2 fois supérieur à celui des obligations. En contrepartie, les actions sont également plus volatiles. Les obligations, elles, permettent de réduire la volatilité globale d'un portefeuille, mais en contrepartie, elles abaissent le rendement espéré. Compte tenu de cette dynamique, choisir entre actions et obligations peut sembler complexe. Ce chapitre examinera les modèles d'allocation d'actifs selon 2 angles différents. Dans un premier temps, nous verrons comment la répartition entre actions et obligations influence la volatilité et les rendements d'un portefeuille. Ensuite, nous étudierons quelques portefeuilles types qu'un investisseur peut utiliser pour mettre en œuvre sa stratégie d'allocation finale. Gardez à l'esprit qu'un plan d'allocation d'actifs ne se limite pas aux actions et obligations. Lorsqu'on répartit les actions, on peut également tenir compte de facteurs comme la capitalisation boursière, la géographie, actions américaines ou internationales, ou encore les actifs alternatifs, immobilier, matières premières, etc. Certains de ces types d'actifs seront intégrés dans les portefeuilles modèles présentés par la suite. Modèle d'allocation d'actifs de base. Comme mentionné précédemment, la répartition entre actions et obligations est l'une des décisions les plus importantes qu'un investisseur puisse prendre. Grâce à une abondance de données historiques, nous comprenons assez bien le comportement à long terme de différentes allocations entre actions et obligations. Portefeuille composé à 100% d'obligations. Selon les données de Vanguard couvrant la période de 1926 à 2018, un portefeuille constitué exclusivement d'obligations génère en moyenne un rendement annuel de 5,3%. Son meilleur rendement annuel a été enregistré en 1982 avec 32,6%. Son pire rendement fut en 1969 avec une perte de 8,1%. Sur les 93 années de données analysées, 14 années ont enregistré une perte pour ce type de portefeuille. Portefeuille composé à 100% d'actions. À l'inverse, un portefeuille composé uniquement d'actions a offert un rendement annuel moyen de 10,1%. Son meilleur rendement remonte à 1933 avec 54,2%, tandis que son pire résultat a eu lieu en 1931, 2 ans plus tôt, avec une chute de 43,1%. Sur les 93 années analysées par Vanguard, ce portefeuille a perdu de la valeur à 26 reprises. Les écarts entre ces deux portefeuilles extrêmes mettent en évidence les avantages et inconvénients respectifs des investissements en obligations et en actions. Les actions offrent de meilleurs rendements à long terme, mais au prix d'une volatilité plus élevée. Les investisseurs doivent déterminer le niveau de volatilité qu'ils peuvent supporter, tout en évaluant les rendements nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers. Modèle d'allocation selon les profils de revenus, d'équilibre et de croissance. On peut classer les modèles d'allocation d'actifs en 3 grandes catégories. Portefeuille axé sur le revenu, 70 à 100% d'obligations.
Portefeuilles équilibrés, 40 à 60% d'actions. Portefeuille de croissance, 70 à 100% d'actions. Un portefeuille de croissance est généralement recommandé pour les investisseurs ayant un long horizon avant la retraite. Quel que soit le modèle que vous choisissez, il est important de réfléchir à la manière dont vous allez le mettre en œuvre. Dans la section suivante, nous allons examiner 3 portefeuilles d'allocation simples que vous pouvez utiliser pour bâtir un portefeuille orienté vers le revenu, l'équilibre ou la croissance. 3 portefeuilles pour une allocation d'actifs simplifiée. Il est possible de construire divers portefeuilles d'allocation d'actifs pour mettre en œuvre une stratégie d'investissement. Ici, nous allons garder les choses simples et examiner 3 approches fondamentales. Bien que leur complexité augmente légèrement, elles restent toutes faciles à mettre en œuvre. Le portefeuille a un seul fonds. Avec un simple fonds à date cible, vous pouvez appliquer une stratégie d'allocation d'actifs. La plupart des plans 400 proposent ces fonds de retraite pour 2 raisons principales. Premièrement, ils répartissent automatiquement les fonds de l'investisseur entre plusieurs fonds communs diversifiés. Ces fonds investissent dans des obligations et des actions, incluant des titres nationaux et internationaux, ainsi que des entreprises de petite et grande capitalisation. Deuxièmement, à mesure que l'investisseur approche de la retraite, le fonds à date cible rééquilibre progressivement l'allocation en faveur de titres à revenus fixes, comme les obligations. Cela permet de réduire la volatilité du portefeuille au moment où il devient une source principale de revenus pour la retraite. Les fonds à date cible sont généralement classés selon l'année prévue de départ à la retraite. Par exemple, un investisseur prévoyant de partir dans environ 35 ans pourrait opter pour le Vanguard Target Retirement 2055 Fund VFFVX. Ce fonds investit dans des fonds d'actions et d'obligations, aux États-Unis et à l'international. Actuellement, son allocation est d'environ 90% d'actions et 10% d'obligations et liquidités à court terme. Bien sûr, cette répartition évoluera en faveur des obligations à mesure que l'on s'approchera de 2055. À retenir concernant les fonds à date cible, les frais peuvent être élevés. Les fonds de retraite à date cible de Vanguard sont peu coûteux, mais d'autres fournisseurs de fonds peuvent en facturer plus de 50 points de base. Ils ne sont pas toujours adaptés à un compte imposable. En raison de leur contenu en obligations, ces fonds peuvent générer des revenus imposables inadaptés à un compte non fiscalement avantageux. Il n'est pas obligatoire de choisir le fonds correspondant exactement à votre année de retraite. Vous pouvez sélectionner un fonds qui correspond mieux à votre stratégie d'allocation préférée, quelle que soit l'année. Le portefeuille a 2 fonds. Si vous souhaitez plus de contrôle sur votre allocation, envisagez une stratégie à 2 fonds. Il est possible de constituer un portefeuille robuste avec seulement 2 fonds indiciels diversifiés. Par exemple, vous pouvez investir dans un fonds indiciel mondial pour la part en actions, couvrant entreprises américaines et internationales, et dans un fonds obligataire total pour la part en obligations. Exemple de portefeuille à 2 fonds avec Vanguard, Vanguard Total World Stock Index Fund, VTTDAX. Vanguard Total Bond Market Index Fund, VBTLX. Bien que cela puisse sembler peu diversifié à première vue, le Vanguard Total World Stock Index Fund investit dans plus de 8400 entreprises du monde entier, tandis que le Total Bond Market Index Fund détient plus de 9000 obligations. Ce portefeuille offre donc une diversification significative. Le portefeuille a 3 fonds. Si vous souhaitez encore plus de contrôle, vous pouvez opter pour un portefeuille à 3 fonds. Dans ce cas, la part en actions est divisée entre un fonds d'actions américaine et un fonds d'actions international. Cela permet de choisir la proportion entre entreprises américaines et étrangères. Exemple de fonds Vanguard pour une stratégie à 3 fonds. Vanguard Total Stock Market Index Fund VTSAX. Vanguard Total International Stock Index Fund VTIAX. Vanguard Total Bond Market Index Fund VBTLX. D'autres sociétés de gestion proposent des fonds indiciels similaires. Fidelity, par exemple, offre
Fidelity Zero Total Market Index Fund, FZROX. Fidelity Zero International Index Fund, FZILX. Fidelity US Bond Index Fund, FXNAX. La plupart des grands fournisseurs de fonds proposent des fonds indiciels et des fonds à date cible qui permettent de mettre en œuvre l'une des trois stratégies ci-dessus. Faites attention aux frais. Gardez à l'esprit les coûts d'investissement lorsque vous choisissez votre stratégie d'allocation d'actifs et que vous la mettez en œuvre. Sur une vie entière d'investissement, des frais aussi faibles que 50 points de base peuvent réduire significativement vos rendements. De manière générale, essayez de limiter vos frais d'investissement à un maximum de 25 points de base. L'idéal étant de les maintenir en dessous de 10 points de base. Chapitre 7. Construire sa richesse avec l'investissement programmé. L'une des méthodes les plus simples pour augmenter ses rendements sans accroître le risque est l'investissement programmé, qui constitue également un excellent moyen d'apprendre l'investissement de type acheter et conserver. Pour ceux qui souhaitent mettre en place leur investissement et ne s'en occuper qu'occasionnellement, l'investissement programmé est même préférable. C'est l'une des méthodes les plus efficaces et accessibles pour investir, idéale pour les investisseurs débutants. Voici la définition et les applications de l'investissement programmé pour maximiser les rendements de vos placements. Qu'est-ce que l'investissement programmé ? L'investissement programmé consiste à investir une somme d'argent déterminée dans un portefeuille de manière régulière, généralement chaque mois ou toutes les 2 semaines. Si vous augmentez vos économies à chaque paie dans le cadre d'un plan de retraite 401G, vous appliquez déjà les principes de l'investissement programmé. Chronométrer le marché est la pratique qui consiste à investir tout son argent en une seule fois, et cela peut être risqué si vous investissez lorsque l'action atteint son point culminant, risquant une perte importante si le titre chute par la suite. En procédant ainsi au fil du temps, vous répartissez vos points d'achat et vous évitez cette pratique. Vous achèterez progressivement et moyennerez vos prix d'achat si vous utilisez l'investissement programmé. L'investissement programmé vous permet de profiter d'un marché volatile. Ajouter des fonds régulièrement vous permettra d'acheter lorsque le marché est plus faible, réduisant ainsi votre prix d'achat moyen et vous permettant d'acquérir davantage d'actions. Votre paiement régulier permettra d'acheter moins d'actions lorsque le marché est en hausse, mais vous possédez déjà des actions provenant d'achats antérieurs, vous profiterez donc toujours de cette tendance sans passer à côté d'opportunités. L'investissement programmé peut également présenter d'autres avantages. Les investisseurs cessent d'acheter des actions lorsqu'elles deviennent abordables en raison de l'anxiété que provoquent les baisses des actions et de la volonté d'éviter des pertes à court terme. Mettre en place un calendrier d'achat régulier lorsque les marchés et vous êtes calmes vous aidera à éviter ce biais psychologique et à profiter des baisses des prix des actions lorsque d'autres investisseurs commencent à paniquer. Si vous réinvestissez vos dividendes, la technique de l'investissement programmé s'applique également à ces paiements de dividendes trimestriels, vous permettant d'accumuler encore plus d'actions. Au fil du temps, vous convertirez vos dividendes en espèces en davantage d'actions. Et une fois le programme en place, vous n'aurez plus rien à faire. Vous commencerez à recevoir des dividendes sur vos dividendes. Une stratégie de réinvestissement peut être mise en place rapidement au départ. Ensuite, vous la mettez en mode automatique et déléguez le reste à votre courtier. Et cela est idéal pour les investisseurs solitaires qui veulent gérer leur argent le plus rapidement possible. Exemple d'investissement programmé. Considérons un employé qui place 10% de son salaire mensuel de 3 000 $ dans un fonds indiciel, S&P 500, via son plan 4001G. Cet individu reçoit 3 000 $ chaque mois. Le nombre d'actions acquises varie chaque mois en fonction des fluctuations du prix du fonds, mais 300 $ sont toujours investis. Malgré le fait que le fonds ne croisse que faiblement, la valeur des investissements de l'employé sur sa contribution totale de 3 000 $ augmentera légèrement. L'employé peut tirer parti de la volatilité du marché en achetant davantage d'actions à des prix plus bas. L'investissement programmé est-il efficace ? En fonction de votre situation, l'investissement programmé peut être une bonne stratégie d'investissement, que vous planifiez vos achats en fonction des conditions du marché
ou que vous utilisiez cette stratégie pour effectuer des achats réguliers au fil du temps. La plupart des gens s'en sortent mieux avec une stratégie d'investissement régulière, car il a été extrêmement difficile de chronométrer le marché. Un autre problème réside dans le fait que la plupart des gens investissent leur argent au fur et à mesure qu'ils le gagnent, souvent par le biais d'un 401K au travail. Parce que vous investissez ce que vous pouvez dès que l'argent devient disponible, l'investissement programmé est logique dans cette situation. Cependant, vous ne voudriez pas étaler une énorme héritage, disons 100 000 dollars, pour être investi sur plusieurs années. La meilleure action dans cette situation serait d'investir l'argent assez rapidement, bien que vous puissiez toujours étaler vos achats sur quelques mois pour profiter de la volatilité potentielle. Les inconvénients de l'investissement programmé. Le principal inconvénient de l'investissement programmé est que vous seriez probablement mieux de vous investir entièrement dès que possible dans un marché qui tend généralement à augmenter au fil du temps. Cependant, l'investissement programmé est le deuxième meilleur choix, car la plupart des gens épargnent et investissent au fur et à mesure qu'ils gagnent. Il serait encore nécessaire de choisir des investissements sous-jacents solides, ce qui est un inconvénient. La méthode de votre premier investissement ne serait pas utile si vous investissiez régulièrement dans un mauvais investissement. La stratégie fonctionne bien avec des fonds largement diversifiés, ayant de bonnes performances à long terme, tels qu'un fonds indiciel S et P 5 cents. Comment pratiquer l'investissement programmé? Vous pouvez configurer l'investissement programmé manuellement pour votre compte ou le faire automatiquement. Si vous choisissez la méthode manuelle, vous sélectionnerez un jour régulier, mensuel, bimensuel, etc. Rendrez visite à votre courtier, achèterez l'action ou le fonds, puis vous serez terminé jusqu'à la date suivante. Opter pour la méthode automatique demande un peu plus de travail au départ, mais c'est beaucoup plus simple à long terme. De plus, comme vous n'aurez plus à intervenir, il sera plus facile de continuer à acheter lorsque le marché chute. Bien que la configuration de vos achats automatiques puisse paraître difficile, ce n'est pas le cas. Il est important de trouver des courtiers offrant des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un excellent service client et des ressources éducatives, car presque tous les courtiers peuvent configurer un plan d'achat automatique. Voici les étapes pour automatiser complètement l'investissement programmé. Décidez de votre investissement. Vous devez d'abord décider ce que vous souhaitez acheter. Voulez-vous acheter des actions ou préférez-vous choisir un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse, FNB? Si vous achetez une action individuelle, elle variera probablement davantage qu'un fonds. Cependant, il peut être difficile de trouver un courtier qui permet d'acheter des actions automatiquement. Si vous investissez dans un fonds, celui-ci fluctuera moins qu'une action et sera plus diversifié, vous ne serez donc pas aussi négativement affecté si une action particulière chute de manière importante. L'indice Standard & Poor's 500 sert de base à certains des fonds les plus diversifiés, qui sont généralement choisis par les investisseurs moins expérimentés. Cet indice est le point de référence pour un portefeuille large d'entreprises et comprend des centaines d'entreprises de toutes les grandes industries. Voici quelques-unes des meilleures options pour acheter un fonds indiciel S et P. Dans les deux cas, vous devrez prendre note du symbole boursier de la valeur qui est le nom abrégé de l'action ou du fonds. Parlez à votre courtier. Ainsi, vous avez choisi votre investissement. Essayez maintenant de configurer un plan d'achat automatique pour cet investissement avec votre courtier. Si vous pouvez le faire, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Cependant, certains courtiers ne vous permettent de configurer un plan automatique qu'avec des fonds communs de placement. Dans ce cas, vous devriez envisager d'ouvrir un autre compte de courtage qui vous donnera une liberté totale. Avoir plusieurs comptes de courtage présente également d'autres avantages importants et vous pouvez généralement tirer une grande valeur de la gestion de plusieurs comptes. Estimez votre capacité financière. Maintenant que vous avez un courtier qui peut mettre en œuvre votre stratégie de trading automatique, il est temps de déterminer votre capacité d'investissement mensuel. Vous devriez pouvoir laisser votre argent dans un investissement pendant au moins 3 à 5 ans, que ce soit dans des actions ou des fonds. Essayez de donner du temps à l'investissement pour qu'il croisse et surmonte les pertes temporaires de prix, car les actions peuvent varier fortement à court terme.
Vous devrez donc être en mesure de vivre uniquement de vos réserves de liquidité à ce moment-là. Calculez votre budget d'investissement, en commençant par votre budget mensuel. Combien d'argent pouvez-vous investir une fois votre fonds d'urgence constitué? Il est essentiel de commencer à contribuer régulièrement, même si le montant est faible au départ. L'investissement programmé est désormais plus abordable que jamais, car tous les courtiers majeurs ne facturent plus de commissions pour le trading des actions et des FNB, et les meilleurs courtiers en fonds communs de placement vous permettent d'économiser des frais pour des milliers de fonds. Cela prouve que vous pouvez commencer à bâtir votre patrimoine avec n'importe quel montant d'argent. Planifiez votre stratégie automatique. Vous pouvez configurer un plan de trading automatique avec votre courtier en utilisant le symbole boursier de l'action ou du fonds, le montant que vous souhaitez acheter régulièrement et la fréquence avec laquelle vous voulez que l'achat soit exécuté. Bien que chaque courtier ait une procédure de configuration différente, vous aurez besoin de ces éléments de base. Votre courtier pourra vous aider si vous avez d'autres questions. De plus, si votre action ou fonds verse des dividendes, il peut être judicieux de demander à votre courtier de mettre en place un réinvestissement automatique des dividendes. Tout dividende en espèces sera utilisé pour acquérir de nouvelles actions, et vous pouvez toujours acheter des actions fractionnées, mettant ainsi la totalité de la valeur du dividende à profit au lieu de la laisser en espèces pendant une longue période, générant peu ou pas d'intérêt. Votre dividende continuera ainsi à générer des dividendes même après le dividende suivant. L'investissement programmé est une stratégie simple qui utilise la volatilité d'un marché boursier pour réduire les risques et augmenter les rendements. Vous pouvez vous détendre et poursuivre vos passions plutôt que d'investir du temps si vous enregistrez votre compte de courtage pour acheter des actions ou des fonds automatiquement et régulièrement. En matière d'investissement, vous pouvez toujours obtenir de meilleurs résultats avec moins de travail. Chapitre 8. Le rôle du rééquilibrage dans l'investissement en fonds indiciels. Votre portefeuille peut devenir déséquilibré en raison de la volatilité du marché et des types d'investissements que vous détenez. Votre réponse à cela déterminera si vous maintenez votre portefeuille aligné avec vos objectifs à long terme ou si vous exposez votre avenir à des risques inutiles. Ici, nous décrivons le rééquilibrage de portefeuille, quand l'utiliser et ses nombreux avantages. Il peut être difficile de savoir s'il faut ajuster son portefeuille et quand laisser les choses en l'état, en raison des fluctuations du marché. Une stratégie de rééquilibrage systématique, cependant, peut s'avérer utile. Vous apprécierez ce chapitre si vous souhaitez découvrir comment investir plus intelligemment sans travailler davantage. Rééquilibrage de portefeuille. Qu'est-ce que c'est? Le rééquilibrage de votre portefeuille consiste à acheter et vendre des actifs pour restaurer les poids des différentes classes d'actifs à leurs allocations d'origine. De plus, le rééquilibrage peut être utilisé pour mettre à jour les pondérations de chaque classe d'actifs ou de titres dans le portefeuille afin de se conformer à une nouvelle allocation cible des actifs si la stratégie d'investissement ou la tolérance au risque de l'investisseur a changé. Le rééquilibrage du portefeuille détermine l'allocation d'actifs du portefeuille en utilisant une méthode de moyenne pondérée. Le rééquilibrage consiste principalement en des achats ou ventes réguliers d'actifs pour maintenir le niveau souhaité d'allocation d'actifs tout en restant dans les paramètres de risque prédéfinis. Pour mieux comprendre le rééquilibrage de portefeuille, utilisons un exemple. Ritu choisit d'avoir une répartition de 50% en actions et 50% en obligations. Les actions de son portefeuille peuvent devenir plus valorisées si elles ont bien performé pendant la période. Elle peut alors vendre certaines actions et investir une partie des fonds dans des obligations pour s'assurer que la structure du portefeuille reste alignée avec son objectif long terme de 50-50. Quand un investisseur doit-il rééquilibrer son portefeuille? La plupart des investisseurs créent leur plan d'investissement avec une vision à long terme. Cependant, il peut y avoir des circonstances où ils doivent réévaluer la composition de leur portefeuille et choisir de les rééquilibrer. Voici quelques exemples qui montrent quand il est approprié de rééquilibrer un portefeuille. Un changement dans la tolérance au risque de l'investisseur, l'accomplissement imminent d'un objectif financier ou la retraite prochaine de l'investisseur. L'allocation d'actifs d'un portefeuille
peut être rétabli par le rééquilibrage si les objectifs d'investissement, les horizons temporels ou le niveau de tolérance au risque de l'investisseur changent. Il est essentiel de se rappeler que modifier l'allocation d'actifs ne mène pas toujours à des rendements plus élevés ou à une assurance contre de potentielles pertes futures. Rééquilibrage de portefeuille. Comment cela fonctionne-t-il? Supposons que les actions de votre portefeuille aient les prix de la valeur en raison des fluctuations du marché boursier au cours des 3 dernières années. Si le niveau actuel dépasse la tolérance au risque de l'investisseur, le rééquilibrage du portefeuille lui permet de revenir à l'allocation d'origine. Comment un investisseur peut-il accomplir cela? Généralement, il existe 3 principales façons de rééquilibrer un portefeuille. Cependant, aucune de ces méthodes ne garantit des bénéfices. Les investisseurs doivent en choisir la meilleure stratégie de rééquilibrage. Rééquilibrage régulier. Les investisseurs peuvent choisir un jour et une heure pour vérifier leurs avoirs. Il est recommandé de faire une revue annuelle des investissements. Le rééquilibrage régulier prend peu de temps à l'investisseur et peut aider à développer une certaine discipline. Un inconvénient de cette stratégie est que les investisseurs peuvent pas en passer à côté de superbes opportunités de marché pour rééquilibrer leur portefeuille. Rééquilibrage dans une plage de tolérance. Le rééquilibrage dans une plage de tolérance consiste à ramener l'allocation d'actifs de l'investisseur en ligne avec l'allocation d'origine en fonction de la déviation en pourcentage de l'actif. En général, les investisseurs peuvent définir un seuil de 5% avant de rééquilibrer et surveiller la déviation. Par exemple, Sumrity a placé 40% de son argent en obligations et 30% dans des actions blue chips, des mid-cap et des small-cap. Le plafond de tolérance de chaque classe d'actifs est fixé à plus ou moins 5%. Si les avoirs dépassent cette plage de tolérance, Madame Smriti rééquilibrera le portefeuille pour le restaurer à sa composition d'origine. Investir de l'argent frais, en utilisant cette méthode, l'investisseur peut augmenter la taille du portefeuille plutôt que de procéder à un rééquilibrage et vendre les actifs performants. En d'autres termes, l'investisseur peut ajouter des liquidités à la classe d'actifs nécessaire pour maintenir une allocation d'actifs spécifique. À quelle fréquence votre portefeuille doit-il être rééquilibré? Certains investisseurs, comme les traders à court terme, examinent leur portefeuille quotidiennement. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour tout le monde, cela ne signifie pas pour autant que le portefeuille ne doive pas être suivi. Il est crucial d'évaluer régulièrement la performance du portefeuille. Voici quelques suggestions pour ceux qui se demandent s'ils doivent envisager de rééquilibrer leur portefeuille. Les investisseurs qui investissent donc principalement dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des FNB et d'autres titres similaires devraient rééquilibrer leur portefeuille au moins une fois par an. Pour éviter d'être pris au dépourvu lorsque vous aurez le plus besoin de vos finances, envisagez de rééquilibrer plus souvent, semestriellement ou trimestriellement, si vous vous rapprochez de votre objectif. Avantages du rééquilibrage de portefeuille. Voici quelques-uns des principaux avantages du rééquilibrage de portefeuille. Contrôle des risques. Le rééquilibrage de votre portefeuille vous permet de contrôler vos risques de manière efficace. La tolérance aux risques et les rendements des investissements peuvent parfois répondre ou dépasser les attentes pendant tout horizon d'investissement. Les investisseurs peuvent ajuster l'allocation d'actifs et maintenir les risques dans des limites acceptables en surveillant régulièrement leur portefeuille. Réduction des pertes. Les investissements peuvent être synchronisés avec les changements du marché grâce à un rééquilibrage régulier, ce qui peut réduire les pertes. L'objectif est de passer des investissements sous-performants et en perte à ceux ayant de meilleures perspectives. Les investisseurs peuvent être en mesure de minimiser les pertes s'ils agissent rapidement. Cependant, cela nécessite une surveillance continue et un certain niveau de compétence pour repérer ces changements. Le rééquilibrage d'un portefeuille a-t-il un coût? En fonction de la fréquence et de la taille des ajustements, rééquilibrer un portefeuille peut être coûteux pour un investisseur. Ce dernier doit être conscient des frais suivants associés au rééquilibrage de son portefeuille. Pour les investisseurs qui incluent des actions et des obligations dans leur portefeuille, le rééquilibrage implique souvent de payer la taxe sur les transactions de valeurs mobilières, STT,
ainsi que le coût de courtage. Ces frais s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de ces titres. Si effectués dans un certain délai après la date de départ, des frais de sortie de 2% sont appliqués aux transactions de vente de fonds communs de placement. Selon la durée de votre investissement, des gains en capital à court terme et à long terme s'appliquent lors de la vente de fonds communs de placement en actions ou en obligations. Les investisseurs qui considèrent que l'allocation d'actifs est cruciale pour atteindre des rendements réels doivent rééquilibrer périodiquement leur portefeuille. Bien que la distribution du portefeuille puisse sembler compliquée au départ, elle est en réalité assez simple, surtout après qu'un investisseur ait compris l'architecture du portefeuille et la configuration du risque-rendement associé. Comment rééquilibrer votre portefeuille? L'idée est que chaque investissement doit être lié à un objectif financier spécifique lorsque vous répartissez votre argent sur plusieurs fonds communs de placement. Cela vous assurera de rester engagé et de respecter votre calendrier pour atteindre cet objectif financier. Par conséquent, gardez à l'esprit qu'il est important d'apporter les modifications dans toutes les classes d'actifs en même temps lorsque vous commencez une activité de rééquilibrage de portefeuille en raison d'un changement dans votre profil de risque. Voici 5 méthodes simples pour rééquilibrer votre portefeuille. Étape 1. Élaborer un plan d'allocation d'actifs ou un cadre après avoir pris en compte vos revenus, l'âge prévu pour votre retraite, votre tolérance au risque, etc. Consultez un expert financier si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder. Prenez tout le temps nécessaire pour recueillir toutes les informations et produire la stratégie de manière complète. Étape 2. Déterminez où et comment vos investissements actuels sont alloués entre les actions, la liquidité, les obligations et autres investissements pour déterminer votre allocation d'actifs actuelle. Comparez ensuite l'allocation d'actifs souhaitée à la situation actuelle. Prenez les mesures correctives appropriées. Étape 3. Développez une stratégie de rééquilibrage si l'allocation d'actifs cible ne correspond pas à votre portefeuille. Choisir quel titre conserver et en quelle quantité à cette étape peut être difficile. À ce stade, un consultant pourra être très utile. Étape 4. Considérez les conséquences fiscales, notamment en ce qui concerne les plus-values. Conserver vos actions pendant plus d'un an vous permettra d'éviter de payer des impôts sur les plus-values à court terme. Pour les fonds de dette, les plus-values à court terme seront soumises à des taxes en fonction de votre tranche d'imposition sur le revenu. Le taux d'indexation des impôts sur les plus-values à long terme est de 20%. Visez à vendre d'abord les titres dans les comptes exonérés d'impôts afin de réduire les dépenses. Vous pouvez ainsi réduire les impôts sur les plus-values que vous payez. Étape 5. Évaluez votre position dans votre portefeuille au moins une fois par an, mais rééquilibrez-le uniquement si votre allocation entrave sérieusement votre capacité à atteindre vos objectifs. En résumé, le rééquilibrage d'un portefeuille consiste à trouver et mettre en œuvre une stratégie qui vous convient en tant qu'investisseur. Cela ne doit jamais simplement consister à copier ce qui réussit à quelqu'un d'autre. Il s'agit également de revoir et de faire des améliorations judicieuses tout en prenant en compte les conséquences fiscales et autres. Chapitre 9. Surveillez et examinez votre portefeuille de fonds indiciels. Choisir des actions solides et leur accorder suffisamment de temps pour générer de la richesse sont des éléments clés d'un investissement réussi. Comme la plupart des investisseurs étaient longtemps ignorants des changements économiques ou des légères fluctuations des entreprises dans lesquelles ils investissaient, la stratégie acheter et conserver a historiquement bien fonctionné. Ainsi, s'ils avaient investi dans des actions de haute qualité, ils auraient généré de grands profits à long terme. L'Internet a rendu cette ignorance obsolète à mesure que le monde a évolué. Aujourd'hui, surveiller votre portefeuille est tout aussi crucial pour votre succès en tant qu'investisseur que de choisir les bonnes actions. Cela va au-delà de la mise en place du meilleur suiveur de portefeuille, indiciel et de l'examen des résultats. Mais comment précisément surveiller votre portefeuille de fonds indiciels? Cela implique-t-il simplement de suivre les variations des prix? Ou cela va-t-il au-delà de cela? Examinons une méthode plus pratique pour surveiller votre portefeuille d'actions. Continuez à lire. Que signifie surveiller votre portefeuille de fonds indiciels? Tout d'abord, il est important de clarifier une idée reçue courante parmi les investisseurs.
Surveiller un portefeuille ne se limite pas à suivre les ventes et les variations de prix. Il y a bien plus à cela que le simple prix du marché actuel, bien que cela soit un élément du processus de suivi. En tant qu'investisseur à long terme, vous devez vous concentrer sur les compétences clés de l'entreprise, ses performances financières, ainsi que sa solidité managériale et opérationnelle. Dans la société actuelle, un seul contenu sur les réseaux sociaux peut faire ou détruire une entreprise. Par conséquent, la méthode classique d'acheter et conserver, où vous faisiez un investissement et le laissiez de côté pendant 5 à 10 ans, n'est plus applicable. Les performances de l'entreprise, sa note de crédit et tout changement pouvant affecter les attitudes des investisseurs ou des acheteurs doivent être maintenus à jour. De plus, les escroqueries et les défauts de paiement. La réalité selon laquelle certaines équipes dirigeantes tenteront de réussir aux dépens des actionnaires est démontrée par des entreprises comme Satyam Computer, Inde, Enron, États-Unis et d'autres. Surveiller les fonds indiciels est donc nécessaire. Je tiens à souligner que vous devriez éviter de regarder fréquemment le prix du marché en utilisant un suiveur de portefeuille ou en calculant vos gains après chaque journée de trading avant de vous donner quelques conseils pour vous aider à surveiller votre portefeuille d'actions. Cela est généralement une tactique peu productive, car surveiller constamment les prix peut provoquer une réaction émotionnelle qui vous fera vous éloigner de votre stratégie d'investissement à long terme. Cela peut également conduire à un désir de chronométrer le marché pour gagner de l'argent rapidement. Comment surveiller votre portefeuille de fonds indiciels? Le concept principal derrière une surveillance efficace des fonds indiciels est de suivre la performance de l'entreprise, plutôt que de simplement suivre les variations de prix des actions. Les conseils suivants peuvent vous aider à répondre à la question de savoir comment surveiller votre portefeuille de fonds indiciels. Restez informé des dernières nouvelles de l'entreprise. La performance d'une entreprise dans un secteur particulier et dans son ensemble est influencée par divers facteurs. Il peut s'agir d'événements macroéconomiques qui impactent la performance de l'entreprise sur les plans politiques, social, économiques ou d'autres aspects. Par conséquent, il est essentiel de rester à jour sur toutes les nouvelles et événements susceptibles d'affecter l'entreprise. Assurez-vous également de vous tenir informé des annonces faites par l'entreprise. Examinez les résultats trimestriels de l'entreprise. Chaque trimestre, toutes les entreprises américaines publient leurs résultats financiers. La plupart du temps, elles les publient dans les 45 jours suivant la fin du trimestre fiscal. Assurez-vous d'examiner attentivement ces résultats et de comprendre la performance financière de l'entreprise. Les bénéfices peuvent suivre des pertes dans un trimestre suivant. Vous devez cependant vous assurer d'essayer de comprendre la situation globale et de prendre en compte les perspectives de l'entreprise. De plus, il est crucial de considérer l'état général de l'économie lors de l'évaluation du succès financier d'une entreprise. Si vous constatez que l'entreprise publie systématiquement des résultats inférieurs à la moyenne, vous devriez examiner les circonstances et prendre les mesures nécessaires. Faites attention aux communications de l'entreprise. Chaque entreprise doit légalement informer la bourse de toutes circonstances affectant le prix de ses actions. Cela peut inclure une longue liste d'événements, tels que l'ouverture d'une nouvelle usine, des fusions et acquisitions, des changements dans la direction, des achats ou des ventes d'actions par les promoteurs, etc. Toutes ces notifications sont mises à jour sur le site web de la bourse. Les investisseurs doivent prêter attention à ces déclarations d'entreprise car elles fournissent une vision plus claire de la direction de l'entreprise, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées quant à l'achat de nouvelles actions ou à la vente de leurs actions actuelles. Soyez attentifs à toute modification dans le modèle de répartition des actions. Les entreprises doivent également publier leur modèle de répartition des actions tous les 3 mois. Elles mettent généralement à jour les données sur leur site web après chaque trimestre calendaire. En tant qu'actionnaire, vous devez examiner soigneusement cet élément et le comparer avec la tendance des actions au cours des trimestres précédents. Cela vous permettra de déterminer si les promoteurs augmentent ou réduisent leur investissement. Cela est important, car si le promoteur, qui a une connaissance interne de l'entreprise, augmente son exposition, une hausse de ses participations indique généralement une potentielle croissance de l'entreprise.
Cela suggère que si les promoteurs quittent progressivement l'entreprise, vous devez être particulièrement vigilant et essayer d'identifier les obstacles potentiels auxquels l'entreprise pourrait être confrontée. Vérifiez la note de crédit de l'entreprise. Les entreprises, tout comme les particuliers, ont des notations de crédit. Chaque année, des agences de notation comme CRISIL, ICRA, CARE, etc. évaluent et notent la situation financière des entreprises. Ces notes, accompagnées d'un document détaillant les avantages et inconvénients de l'entreprise, sont publiées sur les sites web de ces agences. Une entreprise avec une mauvaise note de crédit est un mauvais signe, car cela suggère que la direction ne parvient pas à gérer efficacement ses dettes, ce qui pourrait finir par mettre l'entreprise en danger. Surveillez les prix des actions. Bien qu'il ne soit pas recommandé de surveiller constamment les prix, si vous n'avez pas le temps de suivre vos actions fréquemment, vous pouvez utiliser un suiveur de portefeuille d'actions qui vous permet de suivre les variations quotidiennes des prix des actions. Par exemple, Grove propose un tableau de bord centralisé où vous pouvez surveiller les variations en temps réel des prix de vos actions. Afin d'éviter de prendre des décisions émotionnelles, vous devez vous assurer que cette surveillance est effectuée uniquement à des fins de suivi. Surveiller les prix est similaire à une stratégie rétrospective, car vous découvrirez une baisse ou une hausse des prix avant de connaître les causes. Par conséquent, cela peut vous aider à mieux comprendre l'entreprise. Évaluer l'engagement des promoteurs. Les entreprises divulguent également des informations sur les actions des promoteurs qu'ils ont mises en gage chaque trimestre, ainsi que les modèles de répartition des actions. En tant qu'investisseur, vous devez examiner attentivement le montant du gage, car il est souvent l'un des premiers signes que l'entreprise traverse des difficultés financières. Si le promoteur ne parvient pas à rembourser le prêt, les créanciers peuvent ne vendre les actions sur le marché, ce qui nuira au prix des actions. Par conséquent, vous devez faire preuve de prudence avant d'investir dans une entreprise dont les promoteurs ont mis leurs actions en gage. Autre méthode de surveillance. En plus des méthodes mentionnées ci-dessus, il existe de nombreuses autres façons de surveiller les fonds indiciels. Certains investisseurs visitent les installations de l'entreprise pour mieux comprendre son fonctionnement ou assistant aux assemblées générales annuelles, AGM, des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Il existe plusieurs façons de procéder, mais l'essentiel est de rester informé et de savoir où votre argent est investi. Gardez à l'esprit qu'utiliser uniquement un suiveur de portefeuille d'actions est insuffisant. Vous devez examiner fréquemment et en profondeur votre portefeuille d'actions pour devenir un investisseur prospère. Conclusion. J'adore les fonds indiciels, en particulier pour les investisseurs débutants ou ceux qui souhaitent adopter une approche passive de l'investissement. Il est essentiel de comprendre ce qu'est un fonds indiciel, comment il fonctionne généralement, ce qu'il suit, ainsi que ses avantages et inconvénients. À partir de là, assurez-vous d'acheter des fonds qui correspondent à vos objectifs financiers et à vos ambitions. Évitez de choisir des fonds au hasard, simplement parce que quelqu'un vous l'a conseillé. Investir dans des fonds indiciels est une excellente méthode pour diversifier votre portefeuille sans prendre trop de risques. C'est aussi un moyen d'investir dans certaines entreprises et d'accéder à divers marchés à travers plusieurs secteurs. Investir dans un fonds indiciel, qui est assez passif, mais génère des rendements élevés au fil du temps, peut être une approche fantastique. Commencez par suivre ces étapes pour investir dans des fonds indiciels en tenant compte de vos objectifs à court et à long terme, ainsi que des coûts totaux. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.